Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre La San Felice, tome 04. Par Alexandre Dumas. Chapitre 56, Le retour. Mac avait eu raison de craindre la rapidité des mouvements de l'armée française. Déjà, dans la nuit qui avait suivi la bataille, les deux avant-gardes, guidées, l'une par Salvato Palmieri, l'autre par Hector Carafa, avaient pris la route de Civita Ducale, dans l'espérance d'arriver, l'une à Sora par Tagliacozzo et Capistrello, et l'autre à Ceprano par Tivoli, Palestrina, Valmontoine et Ferentina, et de fermer ainsi aux Napolitains le défilé des Abruzzes. Quant à Championnet, ses affaires une fois finies à Rome, il devait prendre la route de Velletri et de Terracina par les marais pontins. Au point du jour, après avoir fait donner à Lemoine et à Casabianca des nouvelles de la victoire de la veille, et leur avoir ordonné de marcher sur Civita Ducale, pour se réunir au corps d'armée de Macdonald et de Duhem, et prendre avec eux la route de Naples, il partit avec 6000 hommes pour rentrer à Rome, fit 25 000 dans sa journée, campa à la Storta, et le lendemain, à 8 heures du matin, se présenta à la porte du peuple, rentra dans Rome au bruit des salves de joie que tirait le château Saint-Ange, prit la rive gauche du Tibre et regagna le palais Corsini, où, comme le lui avait promis le baron de Ricache, il retrouva chaque chose à la place où il l'avait laissée. Le même jour, il fit afficher cette proclamation. Romains, je vous avais promis d'être de retour à Rome avant 20 jours. Je vous tiens parole. J'y rentre le 17e. L'armée du despote napolitain a osé présenter le combat à l'armée française. Une seule bataille a suffi pour l'anéantir, et du haut de vos remparts, vous pouvez voir fuir ces débris vers Naples, où les précéderont nos légions victorieuses. 3000 morts et 5000 blessés étaient couchés hier sur le champ de bataille de Civita Castellana. Les morts auront la sépulture honorable du soldat tué sur le champ de bataille, c'est-à-dire le champ de bataille lui-même. Les blessés seront traités comme des frères. Tous les hommes ne le sont-ils pas aux yeux de l'Éternel qui les a créés? Les trophées de notre victoire sont 5000 prisonniers, 8 drapeaux, 42 pièces de canon, 8000 fusils, toutes les munitions, tous les bagages, tous les effets de campement, et enfin le trésor de l'armée napolitaine. Le roi de Naples est en fuite pour regagner sa capitale, où il rentrera honteusement, accompagné des malédictions de son peuple et du mépris du monde. Encore une fois, le Dieu des armées a béni notre cause. Vive la République! Championnet. Le même jour, le gouvernement républicain était rétabli à Rome. Les deux consuls Mattei et Zacalone, si miraculeusement échappés à la mort, avaient repris leur poste, et sur l'emplacement du tombeau de Dufo, détruit, à la honte de l'humanité, par la population romaine, on éleva un sarcophage où, à défaut de ces nobles restes jetés aux chiens, on inscrivit son glorieux nom. Ainsi que l'avait dit Championnet, le roi de Naples avait fui. Mais comme certaines parties de ce caractère étrange resteraient inconnues à nos lecteurs, si nous nous contentions, comme Championnet dans sa proclamation, d'indiquer le fait, nous leur demanderons la permission de l'accompagner dans sa fuite. À la porte du théâtre Argentina, Ferdinand avait trouvé sa voiture et s'était élancé dedans avec Mac, en criant à D'Ascoli d'y monter après eux. Mac s'était respectueusement placé sur le siège de devant. « Mettez-vous au fond, général », lui dit le roi, ne pouvant pas renoncer à ses habitudes de raillerie, et ne songeant pas qu'il se raillait lui-même. « Il me paraît que vous allez avoir assez de chemin à faire à reculons, sans commencer avant que la chose soit absolument nécessaire. » Mac poussa un soupir et s'assit près du roi. Le duc d'Ascoli prit place sur le devant. On toucha au palais Farnèse. Un courrier était arrivé de Vienne, apportant une dépêche de l'empereur d'Autriche. Le roi l'ouvrit précipitamment et lut. « Mon très cher frère, cousin, oncle, beau-père, allié et confédéré. Laissez-moi vous féliciter bien sincèrement sur le succès de vos armes,
et sur votre entrée triomphale à Rome. Le roi n'alla pas plus loin. Ah bon, dit-il, en voilà une qui arrive à propos. Et il remit la dépêche dans sa poche. Puis, regardant autour de lui. Où est le courrier qui a apporté cette lettre? Demanda-t-il. Me voici, sire, fit le courrier en s'approchant. Ah! C'est toi, mon ami? Tiens, voilà pour ta peine, dit le roi en lui donnant sa bourse. Votre Majesté, me fera-t-elle l'honneur de me donner une réponse pour mon auguste souverain? Certainement, seulement, je te la donnerai verbale, n'ayant pas le temps d'écrire. N'est-ce pas, Mac, que je n'ai pas le temps? Mac baissa la tête. Peu importe, dit le courrier, je peux répondre à votre Majesté que j'ai bonne mémoire. De sorte que tu es sûr de rapporter à ton auguste souverain ce que je vais te dire? Sans y changer une syllabe. Eh bien, dis-lui de ma part, entends-tu bien? De ma part. J'entends, sire. Dis-lui que son frère et cousin, oncle et beau-père, allié et confédéré le roi Ferdinand est un âne. Le courrier recula effrayé. N'y change pas une syllabe, reprit le roi, et tu auras dit la plus grande vérité qui soit jamais sortie de ta bouche. Le courrier se retira stupéfié. Et maintenant, dit le roi, comme j'ai dit à Sa Majesté l'empereur d'Autriche tout ce que j'avais à lui dire, partons. J'oserais faire observer à votre Majesté, dit Mac, qu'il n'est pas prudent de traverser la plaine de Rome en voiture. Et comment voulez-vous que je la traverse, à pied? Non, mais à cheval. À cheval. Et pourquoi cela, à cheval? Parce qu'en voiture, votre Majesté est obligée de suivre les routes, tandis qu'à cheval, au besoin, votre Majesté peut prendre à travers les terres, excellent cavalier comme est votre Majesté, et montée sur un bon cheval, elle n'aura point à craindre les mauvaises rencontres. Ah Malora, s'écria le roi, on peut donc en faire? Ce n'est pas probable, mais je dois faire observer à votre Majesté que ces infâmes jacobins ont osé dire que, si le roi tombait entre leurs mains, eh bien, ils le pendraient au premier réverbère venu si c'était dans la ville, au premier arbre rencontré si c'était en plein champ. Fuimo d'Ascoli, fuimo. Que faites-vous donc là-bas, vous autres fainéants? 2 chevaux, les meilleurs. C'est qu'ils le feraient comme ils le disent, les brigands. Cependant, nous ne pouvons pas aller jusqu'à Naples à cheval. Non, sire, répondit Mac, mais à Albano, vous prendrez la première voiture de poste venue. Vous avez raison. Une paire de bottes. Je ne peux pas courir la poste en bas de soie. Une paire de bottes. Entends-tu, drôle? Un valet de pied se précipita par les escaliers, et revint avec une paire de longues bottes. Ferdinand mit ses bottes dans la voiture, sans plus s'inquiéter de son ami d'Ascoli, que s'il n'existait pas. Au moment où il achevait de mettre sa seconde botte, on amena les 2 chevaux. À cheval d'Ascoli, à cheval, dit Ferdinand. Que diable fais-tu donc, dans le coin de la voiture? Je crois, Dieu me pardonne, que tu dors. 10 hommes d'escorte, cria Mac, et un manteau pour Sa Majesté. Oui, dit le roi montant à cheval, 10 hommes d'escorte et un manteau pour moi. On lui apporta un manteau de couleur sombre dans lequel il s'enveloppa. Mac monta lui-même à cheval. Comme je ne serai rassuré que quand je verrai votre Majesté hors des murs de la ville, je demande à votre Majesté la permission de l'accompagner jusqu'à la porte San Giovanni. Est-ce que vous croyez que j'ai quelque chose à craindre dans la ville, général? Supposons, ce qui n'est pas supposable. Diable, fit le roi, n'importe, supposons toujours. Supposons que Championnet ait eu le temps de faire prévenir le commandant du château Saint-Ange, et que les Jacobins gardent les portes. C'est possible, cria le roi, c'est possible, partons. Partons, dit Mac. Eh bien, où allez-vous, général? Je vous conduis, sire,
à la seule porte de la ville par laquelle on ne supposera jamais que vous sortiez, attendu qu'elle est justement à l'opposé de la porte de Naples. Je vous conduis à la porte du peuple, et d'ailleurs, c'est la plus proche d'ici. Ce qui nous importe, c'est de sortir de Rome le plus promptement possible. Une fois hors de Rome, nous faisons le tour des remparts, et en un quart d'heure, nous sommes à la porte San Giovanni. Il faut que ces coquins de Français soient de bien rusés démons, général, pour avoir battu un gaillard aussi fin que vous. On avait fait du chemin pendant ce dialogue, et l'on était arrivé à l'extrémité de Ripta. Le roi arrêta le cheval de Mac, par la bride. « Oh là, général, dit-il, qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là qui rentrent par la porte du peuple ? S'ils avaient eu le temps matériel de faire 30 000 en 5 heures, je dirais que ce sont les soldats de votre majesté qui fuient. Et qui ? Ce sont eux, général, ce sont eux. Ah, vous ne les connaissez pas, ces gaillards-là. Quand il s'agit de se sauver, ils ont des ailes aux talons. Le roi ne s'était pas trompé. C'était la tête des fuyards qui avait fait un peu plus de 2 lieues à l'heure, et qui commençait à rentrer dans Rome. Le roi mit son manteau sur ses yeux, et passa au milieu d'eux, sans être reconnu. Une fois hors de la ville, la petite troupe se jeta à droite, suivit l'enceinte d'Aurélien, dépassa la porte San Lorenzo, puis la porte Maggiore, et enfin arriva à cette fameuse porte San Giovanni, où le roi, 16 jours auparavant, avait en si grande pompe reçu les clés de la ville. « Et maintenant, dit Mac, voici la route, sire. Dans 1 heure, vous serez à Albano. À Albano, vous êtes hors de tout danger. Vous me quittez, général ? Sire, mon devoir était de penser au roi avant tout. Mon devoir est maintenant de penser à l'armée. Allez, et faites de votre mieux. Seulement, quoi qu'il arrive, je désire que vous vous rappeliez que ce n'est pas moi qui ai voulu la guerre, et qui vous ai dérangé de vos affaires, si vous en aviez à Vienne, pour vous faire venir à Naples. Hélas. C'est bien vrai, sire, et je suis prêt à rendre témoignage que c'est la reine qui a tout fait. Et maintenant, que Dieu garde votre majesté. Mac salua le roi, et mit son cheval au galop, reprenant la route par laquelle il était venu. « Et toi » murmura le roi en enfonçant les éperons dans le ventre de son cheval, et en le lançant à fond de train sur la route d'Albano. « Et toi, que le diable t'emporte, imbécile !» On voit que, depuis le jour du Conseil d'État, le roi n'avait pas changé d'opinion sur le compte de son général en chef. Quelques efforts que fissent les 10 hommes de l'escorte pour suivre le roi et le duc d'Ascoli, les 2 illustres cavaliers étaient trop bien montés, et Ferdinand, qui réglait le pas, avait trop grand peur, pour qu'ils ne fussent pas bientôt distancés. D'ailleurs, il faut dire qu'avec la confiance qu'avait Ferdinand dans ses sujets, il ne regardait point en supposant que quelque danger l'attendît sur cette route, l'escorte comme d'un secours bien efficace, et, lorsque le roi et son compagnon arrivèrent à la montée d'Albano, il y avait déjà longtemps que les 10 cavaliers étaient revenus sur leurs pas. Tout le long de la route, le roi avait eu des terreurs paniques. S'il y a un endroit au monde qui présente, la nuit surtout, des aspects fantastiques, c'est la campagne de Rome, avec ses aqueducs brisés, qui semblent des files de géants marchant dans les ténèbres, ces tombeaux qui se dressent tout à coup, tantôt à droite, tantôt à gauche de la route, et ces bruits mystérieux, qui semblent les lamentations des ombres qui les ont habités. À chaque instant, Ferdinand rapprochait son cheval de son compagnon, et rassemblant les rênes de sa monture pour être prêt à lui faire franchir le fossé, lui demandait « Vois-tu d'Ascoli ? Entends-tu d'Ascoli ?» Et d'Ascoli, plus calme que le roi, parce qu'il était plus brave, regardait et répondait « Je ne vois rien, sire », écoutait et répondait « Sire, je n'entends rien ». Et Ferdinand, avec son cynisme ordinaire, ajoutait « Je disais à Mac que je n'étais pas sûr d'être brave. Eh bien maintenant, je suis fixé à ce sujet, décidément, je ne le suis pas. » On arriva ainsi à Albano. Les 2 fugitifs avaient mis 1 heure à peine pour venir de Rome. Il était minuit, à peu près. Toutes les portes étaient fermées, celles de la poste comme les autres.
Le duc d'Ascoli la reconnut à l'inscription écrite au-dessus de la porte, descendit de cheval, et frappa à grands coups. Le maître de poste, qui était couché depuis 3 heures, vint, comme d'habitude, ouvrir de mauvaise humeur et en grognant. Mais d'Ascoli prononça ce mot magique qui ouvrit toutes les portes. « Soyez tranquille, vous serez bien payé. » La figure du maître de poste se rasséréna aussitôt. « Que faut-il servir à leurs excellences ?» demanda-t-il. « Une voiture, 3 chevaux de poste et un postillon qui conduisent rondement, » dit le roi. « Leurs excellences vont avoir tout cela dans un quart d'heure, » dit l'hôte. Puis, comme il commençait de tomber une pluie fine. « Ces messieurs entreront bien, en attendant dans ma chambre. » Oui, oui, dit le roi, qui avait son idée, tu as raison. Une chambre tout de suite. Et que faut-il faire des chevaux de leurs excellences? Mets-les à l'écurie, on viendra les reprendre de ma part, de la part du duc d'Ascoli. Tu entends? Oui, Excellence. Le duc d'Ascoli regarda le roi. Je sais ce que je dis, fit Ferdinand. Allons toujours, et ne perdons pas de temps. L'hôte les conduisit à une chambre, où il alluma 2 chandelles. C'est que je n'ai qu'un cabriolet, dit-il. Va pour un cabriolet, s'il est solide. Bon. Excellence, avec lui on irait en enfer. Je ne vais qu'à moitié chemin, ainsi tout est pour le mieux. Alors, leurs excellences m'achètent mon cabriolet? Non, mais elles te laissent leurs 2 chevaux, qui valent 1500 ducats, imbécile. Alors, les chevaux sont pour moi? Si on ne te les réclame pas. Si on te les réclame, on te payera ton cabriolet. Mais fais vite, voyons. Tout de suite, Excellence. Et l'hôte, qui venait de voir le roi sans manteau, et tout chamarré d'ordre, se retira à reculons, et en saluant jusqu'à terre. Bon, dit le duc d'Ascoli, nous allons être servis à la minute, les cordons de votre majesté ont fait leur effet. Tu crois, d'Ascoli? Votre majesté l'a bien vu, peu s'en est fallu que notre homme ne sortît à 4 pattes. Eh bien, mon cher d'Ascoli, dit le roi de sa voix la plus caressante, tu ne sais pas ce que tu vas faire? Moi, sire? Mais non, dit le roi, tu ne voudrais point peut-être. Sire, dit d'Ascoli gravement, je voudrais tout ce que voudra votre majesté. Oh! Je sais bien que tu m'es dévoué, je sais bien que tu es mon unique ami, je sais bien que tu es le seul homme, auquel je puisse demander une pareille chose. C'est difficile? Si difficile, que si tu étais à ma place et que je fusse à la tienne, je ne sais pas si je ferais pour toi ce que je vais te demander de faire pour moi. Oh! Sire, ceci n'est point une raison, répondit d'Ascoli avec un léger sourire. Je crois que tu doutes de mon amitié, dit le roi, c'est mal. Ce qui importe en ce moment, sire, répliqua le duc avec une suprême dignité, c'est que votre majesté ne doute pas de la mienne. Oh! Quand tu m'en auras donné cette preuve-là, je ne douterai plus de rien, je t'en réponds. Quelle est cette preuve, sire? Je ferai observer à votre majesté, qu'elle perd beaucoup de temps à une chose probablement bien simple. Bien simple, murmura le roi, enfin tu sais de quoi ont osé me menacer ces brigands de Jacobins. Oui, de pendre votre majesté, si elle tombait entre leurs mains. Eh bien, mon cher ami, eh bien, mon cher d'Ascoli, il s'agit de changer d'habit avec moi. Oui, dit le duc, afin que si les Jacobins nous prennent. Tu comprends, s'ils nous prennent. Croyant que tu es le roi, ils ne s'occuperont que de toi. Moi, pendant ce temps-là, je me défilerai, et alors tu te feras reconnaître, et sans avoir couru un grand danger, tu auras la gloire de sauver ton souverain. Tu comprends? Il ne s'agit point du danger plus ou moins grand que je courrais, sire. Il s'agit de rendre service à votre majesté. Et le duc d'Ascoli, ôtant son habit et le présentant au roi, se contenta de dire: Le vôtre, sire. Le roi, si profondément égoïste qu'il fût,
se sentit cependant touché de ce dévouement. Il prit le duc entre ses bras, et le serra contre son cœur, puis, ôtant son propre habit, il aida le duc à le passer, avec la dextérité et la prestesse d'un valet de chambre expérimenté, le boutonnant du haut en bas, quelque chose que put faire Dascoli pour l'en empêcher. Là, dit le roi, maintenant, les cordons. Il commença par lui mettre au cou, celui de Saint-Georges Constantinien. Est-ce que tu n'es pas commandeur de Saint-Georges? Demanda le roi. Si fait, sire. Mais sans commanderie, votre majesté avait toujours promis d'en fonder une pour moi, et pour les aînés de ma famille. Je la fonde, Dascoli, je la fonde, avec une rente de 4000 ducats, tu entends? Merci, sire. N'oublie pas de m'y faire penser, car moi je serais capable de l'oublier. Oui, dit le duc avec un petit sentiment d'amertume. Votre majesté est fort distraite, je sais cela. Chut! Ne parlons pas de mes défauts dans un pareil moment, ce ne serait pas généreux. Mais tu as le cordon de Marie-Thérèse, au moins? Non, sire, je n'ai pas cet honneur. Je te le ferai donner par mon gendre, sois tranquille. Ainsi, mon pauvre Dascoli, tu n'as que Saint-Janvier? Je n'ai pas plus Saint-Janvier que Marie-Thérèse, sire. Tu n'as pas Saint-Janvier, et... Non, sire. Tu n'as pas Saint-Janvier, et... Copetto, mais c'est une honte. Je te le donne, Dascoli. Je te donne celui-là avec la plaque qui est à l'habit, tu l'as bien gagné. Comme il te va bien, l'habit, on dirait qu'il a été fait pour toi. Votre majesté n'a peut-être pas remarqué que la plaque est en diamant? Si fait. Qu'elle vaut 6000 ducats peut-être? Je voudrais qu'elle en valût 10 000. Le roi passa à son tour l'habit du duc, auquel était attachée en effet, la seule plaque en argent de Saint-Georges, et le boutonna lestement. C'est singulier, dit-il, comme je suis à l'aise dans ton habit, Dascoli. Je ne sais pas pourquoi, mais l'autre m'étouffait. Ah! Et le roi respira à pleine poitrine. En ce moment, on entendit le pas du maître de poste qui s'approchait de la chambre. Le roi saisit le manteau, et s'apprêta à le passer sur les épaules du duc. « Que fait donc votre majesté » s'écria Dascoli. « Je vous mets votre manteau, sire. Mais je ne souffrirai jamais que votre majesté. Si fait, tu le souffriras, morbleu. Cependant, sire. » Silence. Le maître de poste entra. « Les chevaux sont à la voiture de leurs excellences, » dit-il. Puis il demeura étonné. Il lui sembla qu'il s'était fait entre les deux voyageurs un changement dont il ne se rendait pas bien compte, et que l'habit brodé avait changé de dos, et les cordons de poitrine. Pendant ce temps, le roi drapait le manteau sur les épaules de Dascoli. « Son Excellence, dit le roi, pour ne pas être dérangé pendant la route, voudrait payer les postes jusqu'à Terracine. »« Rien de plus facile, dit le maître de poste, nous avons 8 postes un quart, à 2 francs par cheval, c'est 13 ducats, 2 chevaux de renfort à 2 francs, 1 ducat, 14 ducats. Combien leurs excellences payent-elles leurs postillons? 1 ducat, s'ils marchent bien. Seulement, nous ne payons pas d'avance les postillons, attendu qu'ils ne marcheraient pas s'ils étaient payés. Avec un ducat de guide, dit le maître de poste s'inclinant devant Dascoli, votre Excellence doit marcher comme le roi. Justement, s'écria Ferdinand, c'est comme le roi que son Excellence veut marcher. Mais il me semble, dit le maître de poste, s'adressant toujours à Dascoli, que, si son Excellence est aussi pressé que cela, on pourrait envoyer un courrier en avant pour faire préparer les chevaux. Envoyez, envoyez, s'écria le roi. Son Excellence n'y pensait pas. 1 ducat pour le courrier, un demi-ducat pour le cheval, c'est 4 ducats de plus pour le cheval. 14 et 4, 18 ducats, en voici 20. La différence sera pour le dérangement que nous avons causé dans votre hôtel. Et le roi, fouillant dans la poche du gilet du duc, paya avec l'argent du duc,
riant du bon tour qu'il lui faisait. L'hôte prit une chandelle et éclaira d'Ascoli, tandis que Ferdinand, plein de soin, lui disait « Que votre Excellence prenne garde, il y a ici un pas. Que votre Excellence prenne garde, il y a une marche qui manque à l'escalier. Que votre Excellence prenne garde, il y a un morceau de bois sur son chemin. » En arrivant à la voiture, d'Ascoli, par habitude sans doute, se rangea pour que le roi montât le premier. « Jamais, jamais !» s'écria le roi en s'inclinant et en mettant le chapeau à la main. « Après votre Excellence !» D'Ascoli monta le premier, et voulut prendre la gauche. « La droite, Excellence, la droite !» dit le roi, « c'est déjà trop d'honneur pour moi de monter dans la même voiture que votre Excellence. » Et montant après le duc, le roi se plaça à sa gauche. En un tour de main, un postillon avait sauté à cheval, et avait lancé la voiture au galop dans la direction de Velletri. Tout est payé jusqu'à Terracine, excepté le postillon et le courrier, cria le maître de poste. Et son Excellence, dit le roi, paye double guide. Sur cette séduisante promesse, le postillon fit claquer son fouet, et le cabriolet partit au galop, dépassant des ombres que l'on voyait se mouvoir aux deux côtés du chemin avec une extraordinaire vélocité. Ces ombres inquiétèrent le roi. « Mon ami, demanda-t-il au postillon, quels sont donc ces gens qui font même route que nous et qui courent comme des dératés ? » « Excellence, répondit le postillon, il paraît qu'il y a eu aujourd'hui une bataille entre les Français et les Napolitains, et que les Napolitains ont été battus. Ces gens-là sont des gens qui se sauvent. Par ma foi, dit le roi à d'Ascoli, je croyais que nous étions les premiers. Nous sommes distancés. C'est humiliant. Quels jarrets vous ont ces gaillards-là. 6 francs de guide, postillon, si vous les dépassez. Fin du chapitre. Chapitre 57. Les inquiétudes de Nelson. Tandis que sur la route d'Albano à Velletri, le roi Ferdinand luttait de vitesse avec ses sujets, la reine Caroline, qui ne connaissait encore que les succès de son auguste époux, faisait, selon ses instructions, chanter des Te Deum dans toutes les églises, et des cantates dans tous les théâtres. Chaque capitale, Paris, Vienne, Londres, Berlin, a ses poètes de circonstance, mais nous le disons hautement, à la gloire des muses italiennes, nul pays, sous le rapport de la louange rythmée, ne peut soutenir la comparaison avec Naples. Il semblait que depuis le départ du roi et surtout depuis ses succès, leur véritable vocation se fût tout à coup révélée à 2 ou 3 000 poètes. C'était une pluie d'odes, de cantates, de sonnets, d'acrostiches, de quatrains, de distiches qui, déjà montés à l'averse, menaçaient de tourner au déluge. La chose était arrivée à ce point que, jugeant inutile d'occuper le poète officiel de la cour, le signor Vacca, à un travail auquel tant d'autres paraissaient s'être voués, la reine l'avait fait venir à Caserte, lui donnant la charge de choisir entre les 200 ou 300 pièces de vers qui arrivaient chaque jour de tous les quartiers de Naples, les 10 ou 12 élucubrations poétiques qui mériteraient d'être lues au théâtre, quand il y avait soirée extraordinaire au château, et dans le salon, quand il y avait simple raout. Seulement, par une juste décision de Sa Majesté, comme il avait été reconnu qu'il est plus fatigant de lire 10 ou 12 000 vers par jour que d'en faire 50 et même 100, ce qui, vu la commodité qu'offre la langue italienne pour ce genre de travail, était le minimum et le maximum fixé aux louangeurs patentés de Sa Majesté Ferdinand Yves, on avait, pour tout le temps que durerait cette recrudescence de poésie, et ce travail auquel il pouvait se refuser, doublé les appointements du signor Vacca. La journée du 9 décembre 1789 avait fait époque, au milieu des laborieuses journées qui l'avaient précédée. Il signor Vacca avait dépouillé un total de 900 pièces différentes, dont 150 odes, 100 cantates, 320 sonnets, 215 acrostiches, 48 quatrains et 75 distiches. Une cantate, dont le maître de chapelle Cimarosa avait fait immédiatement la musique, 4 sonnets, 3 acrostiches,
un quatrain et 2 distiques avaient été jugés dignes de la lecture dans la salle de spectacle du château de Caserte, où il y avait eu, dans cette même soirée du 9 décembre, représentation extraordinaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.